Aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Valérie Delaunay, qui travaille en partie aussi au Sénégal sur une plateforme démographique qui est à cheval entre différentes structures de recherche. Donc, vous voyez son affiliation principale, mais on dit qu'elle est aussi un petit peu dans une des unités du laboratoire de Didier Raoult. Je dirais peu importe, l'essentiel c'est que l'on travaille ensemble. Et donc je suis tout à fait heureux qu'elle vienne vous présenter finalement ce que c'est qu'une plateforme démographique, parce que c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, sur quoi ça peut contribuer ou non à la recherche dans le domaine des maladies infectieuses et tropicales. Et puis l'autre point important pour moi, c'est que dans le cadre de l'IHU, un des points forts de l'IHU, c'est de faire converger les sciences sociales et puis la microbiologie maladies infectieuses. Et dans le fond, le travail de Valérie, c'est une illustration et un pas vers ce qui peut être fait ensemble entre les gens qui ont une expertise dans ce qu'on appelle le domaine des sciences sociales, ce qui n'est pas notre cas, et puis nous qui avons une expertise soit dans le domaine de la microbiologie, soit dans le domaine de la médecine. Et donc voir en quoi on peut avoir des zones d'interface pour mieux comprendre, pour ce qui nous concerne, les phénomènes infectieux et de maladies tropicales, et pour ce qui nous concerne aussi à terme, avoir sans doute ensemble des actions d'information, de prévention sur certaines de ces maladies. Donc merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis le Sénégal pour cette présentation. Merci. Je sais pas si ça marche. Ça marche un peu. Donc merci Michel aussi de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter cette méthodologie un petit peu particulière qui est bien connue des démographes, qu'on appelle les systèmes de suivi démographique. Donc effectivement, moi je m'appelle Valérie Delaunay, je suis chercheur démographe à l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, et je suis membre de l'unité LPED, qui est une unité mixte de recherche entre l'IRD et Aix-Marseille Université, qui se trouve sur le campus de Saint-Charles, à Marseille. C'est un laboratoire donc, qui est en interdisciplinarité, sciences sociales et sciences de la nature, donc qui traite des problèmes vraiment de population, environnement et développement. Voilà, donc ce que je vais vous présenter, donc, porte sur les plateformes de recherche pluridisciplinaires que sont ces systèmes de suivi démographique et qui sont particulièrement bien adaptés pour développer une recherche appliquée au développement. Donc voici un petit peu le plan de ma présentation aujourd'hui. Donc je vais d'abord discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un système de suivi démographique, quels sont leurs objectifs, à quoi sont-ils utilisés. Je vais vous parler un petit peu de ces systèmes qui existent dans le monde, parce que c'est pas les trois observatoires qu'on a au Sénégal ne sont pas uniques, il y en a beaucoup dans le monde, vous verrez. Et puis je vous décrirai un peu plus précisément donc, les trois sites sénégalais que sont Bandafassi, Mlon et Niarar, en vous présentant rapidement la population complète et la méthodologie de travail. Et puis je vous présenterai quelques résultats sur la transition de la mortalité sur le site de Niarar, puisque c'est le site le plus ancien et pour lequel on a le plus de résultats. Et puis quelles conséquences y a-t-il de cette transition de la mortalité sur les dynamiques de population. Voilà, je terminerai par une discussion. Alors, qu'est-ce qu'un site de suivi démographique? En fait, c'est un système qui permet l'observation longitudinale d'individus composant une population donnée dans un espace donné. On est vraiment dans un espace géographique. Donc, c'est un petit peu différent des suivis de cohorte où on suit des populations. Ici, on va suivre des populations qui sont dans un espace donné. C'est-à-dire, si un individu sort de cet espace, on arrête le suivi. Si un individu entre dans cet espace, on va commencer à le suivre. Donc chaque individu a un identifiant unique qui permet de lier les événements aux individus. Donc on va suivre un individu depuis son entrée dans la zone, depuis sa naissance, et on va suivre les événements qu'il subit, qui peuvent être des événements migratoires, qui peuvent être un événement de décès, qui peuvent être tout autre type d'événement, vous verrez, qui peut lui arriver. Cet identifiant permet aussi de lier les individus entre eux par des liens de parenté ou de regrouper les individus dans des entités que sont le ménage, l'habitation
le hameau ou le village. Et les événements qui sont suivis par tous les sites de suivi démographique, ce sont les événements qu'on appelle les événements vitaux, les naissances, les décès et les migrations. Donc ça, c'est la base de tous les sites de suivi démographique, qui sont en fait les entrées et les sorties. Et puis, plus ou moins, d'autres événements qui peuvent être, par exemple, les mariages et les divorces. Ça peut être le sevrage, les conditions d'accouchement, ou d'autres types d'événements. Ça peut être aussi des épisodes morbides, comme la survenue d'une rougeole, etc., si on s'intéresse à une maladie. Donc ces événements sont enregistrés avec des dates très précises au cours de passages réguliers. Donc l'idée du suivi démographique, c'est justement, c'est pas une enquête où on va demander ce qui s'est passé avant, c'est plusieurs enquêtes où on va demander ce qui s'est passé entre deux passages. Donc plus les passages sont rapprochés et plus l'information est fine et précise. Voilà, donc contrairement aux enquêtes rétrospectives, donc habituellement en démographie, on travaille beaucoup sur des enquêtes rétrospectives. Il y a toutes des grandes enquêtes nationales, enquêtes démographie et santé, EDS, qu'on connaît sous le nom de DHS, Demographic and Health Survey, qui sont produites dans de nombreux pays et maintenant de manière assez répétée. C'est ce type d'enquête qui fournissent les grands indicateurs de santé dans le monde. Donc ces enquêtes sont des enquêtes rétrospectives où on va s'intéresser, on va demander en général, par exemple, ici je donne l'exemple de la mortalité des enfants, où on demande sur un échantillon de femmes de retracer leur histoire génétique, c'est-à-dire l'histoire de toutes les grossesses. Et pour chaque grossesse, on va demander est-ce qu'il y a eu une naissance et après chaque naissance, est-ce que l'enfant a survécu ou s'il est décédé, à quel moment il est décédé. Et c'est à partir de ce type d'informations qu'on calcule les niveaux de mortalité infantile. Donc là, ça se base sur des données rétrospectives qui sont sujettes à des biais de déclaration, de mémoire, et ce qui conduit à un peu une sous-estimation de la mortalité. Donc contrairement à ce type d'enquête, le suivi démographique est une enquête prospective et c'est ce concept de cohorte ouverte, c'est-à-dire avec des entrées et des sorties. Donc vous voyez ici donc, le recensement, on appelle le recensement initial, c'est le début du suivi démographique où on décide que voilà, sur ces 10 villages, on va mener un suivi démographique. Donc on va recenser toute la population, on va identifier toutes les personnes, recueillir les informations qui concernent chaque personne. Et puis ensuite, on va organiser des passages réguliers au cours desquels on va voir quelles ont été les entrées et les sorties au moment de ces passages. Donc le minimum nécessaire, c'est de recueillir les décès, les émigrations, et en entrée, les naissances et les immigrations. Alors, quels sont les objectifs de ces systèmes de suivi démographique? À quoi ça sert? Donc, un des premiers objectifs, c'est de produire des données sur la population et la santé dans des contextes où les données font défaut. Les tout premiers suivis démographiques dans le monde, et dont le site de Niara au Sénégal fait partie, puisqu'il a démarré dans les années 60, vraiment le premier objectif, c'était d'avoir des informations fiables sur l'évolution de la population, les niveaux de mortalité, les niveaux de fécondité, dans des pays où on n'avait vraiment aucune donnée d'état civil et aucune donnée disponible. Donc ça, c'était un premier objectif. L'objectif, c'est de travailler sur une population fixe, bien définie et donc, géographiquement limitée, et de le faire de manière longitudinale. Donc cet aspect longitudinal, c'est vraiment une dimension importante des suivis démographiques. Et un autre objectif, c'est aussi de pouvoir croiser un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être récoltées sur ces sites de suivi, que ce soit des informations démographiques, mais aussi sociales, économiques, environnementales et contextuelles. Donc, on est dans une approche globale et longitudinale qui est un petit peu unique dans tous les systèmes d'observation en population. Alors, la question de la représentativité, c'est quelque chose qui revient toujours dans les débats. Est-ce qu'un site de suivi démographique est représentatif et de quoi peut-il être représentatif? Donc, c'est un peu, c'est une question
où évidemment on ne peut pas prétendre à la représentativité puisque c'est un site qui est géographiquement placé. Donc au départ, les choix des lieux ne seront pas complètement au hasard et les zones qui sont destinées à faire partie des sites de suivi démographique souvent sont jugées un peu illustratives d'une zone plus large, d'un mode de production, d'un groupe ethnique, etc. Mais il n'y a pas de représentativité nationale, ça c'est certain. Voilà. Donc, par contre, c'est plutôt comme des sites sentinelles qui fournissent des informations. Et ce qui peut être intéressant, c'est la multiplicité qu'on voit aujourd'hui de tous ces sites de suivi démographique. Il y en a de plus en plus qui compensent un petit peu ce défaut de représentativité. Alors, à quoi sert un site de suivi démographique? Alors aujourd'hui, le constat est que la plupart des sites de suivi démographique sont aussi des lieux d'essais cliniques. La méthodologie et les bases de données produites par ces sites de suivi démographique sont tout à fait adaptées à l'organisation d'un essai d'intervention. Donc particulièrement dans le domaine clinique, donc pour les essais vaccinaux ou pour les essais thérapeutiques, les sites de suivi démographique sont très connus pour ce type de projet. D'une part parce que c'est facile, puisqu'on connaît la population et qu'on la suit, d'organiser une intervention et puis de suivre l'évolution, de mesurer les effets de l'intervention. Les essais cliniques ont l'intérêt de disposer de moyens importants venant de l'industrie pharmaceutique qui permettent aussi, qui participent beaucoup de la survie de ces sites de suivi démographique. Il faut dire que ce sont des opérations qui sont coûteuses, peut-être pas toujours très très coûteuses comparées à d'autres projets, mais du fait de la continuité et de la durée, ce sont des opérations qui ne sont pas faciles à maintenir. Et bien souvent, les essais cliniques participent beaucoup, largement, à leur maintien. Mais donc, ce type de données est aussi très intéressant pour d'autres types d'interventions qui pourraient être envisagées ou qui sont même parfois menées, notamment en termes de communication en santé ou en accès à la contraception. Donc il y a des études qui ont été menées comme ça sur des projets d'information et de communication et pour mesurer l'effet de ces actions. On peut imaginer aussi d'autres types d'interventions dans le domaine de l'économie par exemple, ou sur l'accès au microcrédit ou sur l'innovation agricole. Donc c'est des sites qui ont un fort potentiel pour les essais d'intervention. Donc ils sont aussi très utilisés en épidémiologie descriptive, notamment dans la recherche sur le VIH, les maladies diarrhéiques, la mesure, le poids des maladies dans la mortalité par exemple. Et ils sont aussi très utilisés en recherche en sciences sociales, donc sur toutes les questions de transition démographique, évolution de la famille, l'évolution des modes de production et plus généralement des changements sociaux. Aujourd'hui, ils sont aussi utilisés pour des questions de recherche méthodologique, par exemple pour l'amélioration des outils de collecte. Je vous parlais tout à l'heure des données des enquêtes rétrospectives. C'est intéressant de pouvoir comparer quels résultats on obtient par la méthodologie rétrospective et de la comparer avec les données d'observatoire. Actuellement, on a un projet dans la zone de Niara où on travaille sur les outils de mesure de la mortalité adulte. Et donc on va comparer, on utilise des outils de méthode rétrospective et on va les comparer à ce qu'on a dans le suivi démographique. C'est aussi intéressant par exemple de comparer les données d'observatoire avec les données du recensement national de la population pour voir quels sont les biais de déclaration des résidents dans une population, quels sont les biais de déclaration de l'âge, etc. Donc il y a toute une recherche méthodologique intéressante à faire. Alors voici, là vous avez la carte donc, qui présente les sites de suivi démographique dans le monde. Il y a un réseau qui a été créé en 1998 à partir des premiers, des plus anciens sites de suivi démographique existants, dans la volonté de mettre en commun les expériences, les pratiques, les méthodologies. Et ce site, aujourd'hui, rassemble une quarantaine
de sites, dont la grande partie sont en Afrique, vous voyez. Donc il y en a beaucoup en Afrique de l'Ouest, et puis beaucoup sur l'Afrique de l'Est et Afrique australe. Mais il y a aussi des sites en Asie, en Océanie. Il y a un site en Amérique latine. Donc là, c'est une petite pyramide qui montre, pour montrer un peu la dynamique de création de ces sites de suivi démographique. Donc, vous voyez ici là, les plus anciens, donc le tout premier site qui s'est arrêté rapidement, qui n'a pas duré. Et ensuite, on voit le site le plus ancien, qui est le site de Kéléba du MRC en Gambie. Et puis, donc, vous voyez ici le site de Niara en 1962, qui est quand même un des premiers sites de suivi démographique qui est encore actif aujourd'hui. Donc ça, c'est les trois sites dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Bandar-Passy qui a été créé en 1970, Mlombre en 1985. Et on voit depuis 1990 un peu une explosion de la création de ces sites. Voilà, donc là, maintenant, je vais vous parler des trois populations rurales étudiées au Sénégal. Donc, on a le site de Bandar-Passy qui se trouve dans le Sénégal oriental, qui regroupe une quarantaine de petits villages et qui rassemble une population de 13 000 habitants. Le site de Mlon, qui est situé en Basse-Casamance, qui rassemble, en fait, c'est un gros village avec plusieurs quartiers, qui comprend 8000 habitants. Et puis le site de Niara, donc, dans le centre du Sénégal, dans la région de Fatigue, qui lui rassemble 43 000 habitants et 30 villages. Alors c'est des sites qui sont un peu différents, là vous voyez tout de suite en termes de densité de population. Donc vous voyez la population d'habitat est très dispersée à Bandar-Passy avec une densité de 19 habitants au kilomètre carré. Beaucoup plus dense à Mlombre en Casamance avec 127 habitants au kilomètre carré et encore plus dense à Niara avec une densité de 200 habitants au kilomètre carré. Donc pour illustrer un petit peu, vous voyez la région de Bandar-Passy, donc c'est une région de savane arborée avec des reliefs, des plateaux, des collines, et où il y a des populations un peu variées, différentes. Il y a trois ethnies qui sont représentées. Les Bediques, qui est une petite ethnie qu'on ne trouve que dans cette région-là au Sénégal, les Peulh-Bandés et les Malinqués. Les populations sont de religion musulmane, pour les Peuls et une minorité de Malinqués, de religion animiste, surtout pour les Bediques et une grande majorité de Malinqués, mais aussi de religion chrétienne. La scolarisation y est faible. Mais ici, en 2000, seulement 26% des femmes de 15 à 29 ans ont été scolarisées. Et 10% des femmes de 30 à 34 ans. Donc là, dans cette région, l'espace n'est qu'en partie cultivé. Il y a encore beaucoup de faune sauvage et de zones de friches. Les principales activités sont l'agriculture et l'élevage. Et en termes d'agriculture, les gens cultivent le riz, l'arachide, le maïs et le sorgho. La région du Mlombre en Casamance est très différente. C'est une région de mangroves aménagée en rizière. La plupart des espaces sont cultivés. Vous voyez des gens qui cultivent le riz à la saison pluvieuse. L'habitat est aussi très différent. Donc l'ethnie est essentiellement Diola, qui pratique des religions animistes. Et on observe une part croissante aussi de religion catholique. Et c'est une zone qui est sujette à de fortes migrations saisonnières, avec une très grande partie de la population jeune qui part, surtout les femmes qui partent travailler comme domestiques à Dakar, et les hommes qui partent pour des activités plus variées, comme la récolte du vin de palme. On le voit ici, vous voyez la récolte du vin de palme, et aussi la pêche.
Niara, c'est encore une région différente. Donc là, c'est la savane arborée. Donc là, on est dans le bassin arachidier. Et donc je vous ai dit que la densité est beaucoup plus importante. Et ici, vraiment, la totalité des terres sont cultivées. Il y a une très forte pression démographique, on le verra. Et donc là, vous voyez les activités de culture dans un champ d'arachide. Et vous voyez un paysage de saison sèche. Donc dans cette région, c'est ethnie et céréales à 90%, avec une dominante de religion musulmane, mais un quart de la population est chrétien. Donc la population, les céréales sont des éleveurs cultivateurs, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des troupeaux qui... les troupeaux ont une très très grande importance pour la société céréale. Mais maintenant, aujourd'hui, ce sont des troupeaux qui migrent, qui transhument en fait une grande partie de l'année pour leur permettre de pouvoir cultiver. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un peu quelques innovations agricoles. Le développement d'une nouvelle activité économique qui est ce qu'on appelle l'embauche animale, c'est-à-dire que c'est la production de viande pour donc l'élevage de bœuf pour la production de viande. Et puis, les populations ont aussi beaucoup recours aux migrations saisonnières comme stratégie de survie. Vous voyez ici les principales activités qui sont l'agriculture, donc essentiellement mil, arachide, et l'élevage, donc avec la présence de ces grands troupeaux, et un rôle très important des migrations. Aux aspects méthodologiques des suivis démographiques, concrètement comment on fait. Donc les grands principes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le recensement initial de la population et puis ensuite des passages réguliers avec l'enregistrement des différents événements, notamment des entrées et des sorties. Pour ce qui est de la mortalité, on utilise un outil qu'on appelle l'autopsie verbale, qui en fait est un questionnaire très détaillé sur les circonstances du décès, avec une description de tous les symptômes, tout ce qui a pu conduire au décès. Et ces questionnaires sont ensuite lus par deux médecins de manière indépendante qui déterminent une cause probable du décès. Ensuite, s'il y a un cas de discordance, on fait appel à un troisième médecin pour trouver un accord sur cette cause probable. Et ensuite, donc, il y a d'autres événements qui peuvent être enregistrés. Donc, ça peut être toute la question des unions, donc les mariages, les divorces, les séparations. On peut enregistrer toutes les histoires génésiques des femmes, ça c'est si on veut plus de profondeur, c'est-à-dire quand une femme arrive, on va lui demander combien elle a eu d'enfants, combien elle a eu d'enfants décédés, est-ce qu'elle a fait des fausses couches, etc. On peut aussi, si on s'intéresse aux questions de la famille en particulier, on peut demander des informations sur les généalogies précises. On enregistre souvent le sevrage de l'enfant, les dates de sevrage de l'enfant, parce que c'est intéressant de voir s'il y a des évolutions dans les comportements de prise en charge des enfants. Souvent la question du lieu d'accouchement ou des visites prénatales aussi, c'est quelque chose qui est souvent enregistré pour tout ce qui a trait à la santé maternelle. Donc voilà ici donc, les dates de recensement initial, Born-Atassi en 70, Londres en 85 et Niara en 62. À la petite précision, c'est que la zone d'étude de Niara a évolué au cours du temps et qu'en fait on a 8 villages qui sont suivis depuis 1962, donc depuis 50 ans, et 30 villages, donc les 22 nouveaux plus les 8 qui sont suivis depuis 1984, donc depuis 30 ans. En termes de régularité des passages, donc aujourd'hui on est à un passage tous les 4 mois à Niara. Tous les 4 mois, les enquêteurs vont visiter chaque maison pour demander, pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour chaque individu. Est-ce que quelqu'un d'un nouveau est arrivé? Est-ce que quelqu'un est parti? Cette visite se fait seulement une fois par an à Born-Atassi et à Mende. Donc lors de ces visites, donc, les événements sont recueillis et pour chaque décès, on mène un entretien d'autopsie verbale.
Alors comment dire, la technologie est un petit peu différente, je ne sais plus si j'en parle ici, c'est-à-dire qu'à Bande-à-Passy et à Nantes, on travaille à partir de cahiers. Avant que les enquêteurs partent, une fois que la base de données est mise à jour, on imprime des cahiers où il y a pour chaque ménage la composition, donc le nom des individus, en commençant par le chef du ménage, son épouse, ses enfants, etc. Et les enquêteurs partent avec ces cahiers pour vérifier l'information et savoir s'il y a des choses qui sont changées. À Niarart, on travaille, donc ça c'est pour Bande-à-Passy et Nantes, on travaille sur des versions papier avec donc, des opérations de saisie après. À Niarart, on travaille depuis 2007 avec des tablettes PC, c'est-à-dire c'est comme des ordinateurs mais avec écran tactile, et les enquêteurs font même l'enquête directement sur l'ordinateur, ce qui est une grande avancée, un gain de temps énorme en termes de saisie et de contrôle des données. Alors l'intérêt de ces systèmes d'observation longitudinaux, c'est d'une part de pouvoir mesurer les évolutions, donc évolution de tous les indicateurs démographiques, mais ça peut être évolution aussi d'indicateurs économiques ou d'indicateurs sociaux, ou ça peut être évolution aussi d'indicateurs sanitaires, notamment par la mesure de la mortalité qui est un événement extrême, mais on peut aussi concevoir des suivis de morbidité qui permettraient de voir l'évolution de certaines maladies à certains moments. Donc c'est un recueil qui est prospectif et donc avec une meilleure objectivité de la donnée, donc par rapport à la méthodologie rétrospective. Et un des grands intérêts qui est reconnu, c'est le meilleur enregistrement de la mortalité précoce. On sait qu'il y a une grande part de la mortalité des enfants qui se situe dans le premier mois, et dans la mortalité du premier mois, il y a une grande part qui se situe la première semaine. Et donc c'est important d'avoir une précision dans la datation des événements pour bien identifier les décès de la première semaine. Et puis c'est important aussi de minimiser les sous-déclarations de ces décès. On sait très bien que quand on va interroger une jeune maman qui a vécu cet événement-là, elle n'a pas forcément envie de parler, de dire que oui, elle a accouché d'un enfant, mais que l'enfant est décédé au bout de 2 jours. Et donc elle va complètement omettre cet événement et ne pas en parler. Donc le fait de passer régulièrement et d'enregistrer aussi les grossesses au moment des passages fait qu'il y a une bien meilleure déclaration de ces événements. Alors évidemment, il y a des limites importantes à ce système, notamment en termes de financement, parce que donc, du fait de la continuité de la collecte, il faut aussi assurer une continuité des financements. Donc ça, c'est toujours le gros problème de tous les sites de suivi démographique. Il faut aussi assurer la continuité des ressources humaines, parce que les équipes d'encadrement ou de mise en œuvre de ces systèmes sont mobiles, on va dire, et donc il faut arriver à assurer aussi la passation et à trouver aussi des gens toujours compétents sur ces questions-là. Il y a une forte pression donc, pour maintenir la qualité de ces données en continu. Et puis il faut aussi arriver à trouver par des procédures d'analyse de ces données pour pouvoir assurer aussi la continuité des analyses de données. Ça, c'est un peu des limites, c'est plutôt des challenges à relever. En termes de méthode d'analyse, donc en fait, les enregistrements des événements permettent d'avoir des numérateurs pour tous les taux qu'on peut mesurer. Et la base de données permet aussi de calculer précisément les populations à risque. Donc ça permet d'avoir des denominateurs, c'est tout ce qui nous permet de faire des analyses démographiques classiques. Donc vous voyez là ce qu'on appelle le calcul des années vécues. Donc là c'est un diagramme de Lexis. Je ne sais pas si c'est pas très clair ici. Donc vous avez dans l'axe horizontal le temps. Le temps en horizontal,
Et en vertical, vous avez l'âge des individus, et puis les lignes qui sont en fait les lignes de vie des individus. Et donc quand on va vouloir calculer un taux démographique, on va s'intéresser à ce carré-là, c'est-à-dire un taux entre l'âge x et l'âge x plus n, et sur la période allant de t à t plus n. Donc on va mesurer les événements qui se produisent dans ce carré-là, et on va calculer les années vécues ici. Donc un individu qui rentre, qui est la première ligne ronde, là, qui est tout le temps ici, on va le compter pour sa période de vie exacte dans ce carré-là. Vous avez l'exemple de la ligne bleue ici, un individu qui est résident, et puis tout d'un coup il sort, soit parce qu'il décède, soit parce qu'il est libre. On va le compter uniquement pour la partie de vie qu'il a là. Donc là, c'est un individu qui arrive en cours de période et qui sort avant la fin de la période. Donc, en fait, le fait d'avoir les dates exactes d'entrée et de sortie permet de calculer très précisément la population à risque. Peut-être si on pourra aller. Donc voilà pour les calculs de taux, vous voyez dans ce carré-là, on va chercher à déterminer, donc là par exemple pour les taux de mortalité, on va calculer les décès entre l'âge X et l'âge X plus N, et les personnes, les années vécues, les personnes entre l'âge X et X plus N sur cette période de temps. Ensuite, on transforme ça, les taux qu'on a calculés comme ça, on les transforme en quotient pour parler de risque. Donc, les chiffres de mortalité que vous voyez toujours exprimés tous les indicateurs de mortalité en démographie, ce sont des quotients de mortalité entre, par exemple, le quotient de mortalité entre 0 et 1 an, la première année. C'est un quotient qui se représente sous ce format-là, qui est en fait une probabilité de décéder entre deux âges. Donc entre deux âges fixes, la probabilité qu'on a de décéder entre l'âge X et l'âge X plus N. Donc ça, c'est vraiment les méthodes d'analyse démographique classiques. Maintenant, le fait d'enregistrer aussi tous les événements de la vie, d'enregistrer une succession d'événements de vie d'un individu. Par exemple, on peut imaginer qu'on enregistre un individu, donc sa naissance, et puis on peut enregistrer des événements par rapport à sa scolarisation, on peut enregistrer des événements par rapport à son entrée en union, par rapport à son premier emploi, par rapport à ses migrations, et après un divorce, etc., jusqu'à un décès. Donc on a une succession d'événements comme ça, et ce type de données est tout à fait adapté pour ce qu'on appelle l'analyse biographique des données, qui est en fait une application des modèles de Cox aux données longitudinales. Et ça, c'est une nouvelle méthodologie qui se développe autour de ces types de données de systèmes de suivi démographique. Et notamment dans le réseau Index dont je vous ai parlé tout à l'heure, est très moteur justement dans l'organisation d'ateliers méthodologiques sur ces méthodes, sur l'application de ces méthodes aux données conservatoires. Donc là, il y a des pistes intéressantes à développer en termes d'analyse de causalité aussi, le fait comment un événement va en entraîner un autre. Donc je ne sais pas, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus en termes de santé, comment on pourrait imaginer ça, ou en économie de la santé, comment le fait, je ne sais pas, de se marier, est-ce que ça a des implications sur les comportements de santé qui vont suivre, etc. Alors, quelques résultats donc, sur la transition de la mortalité à l'IARA. Vous voyez ici les chiffres donc, depuis les années 60. Donc, la première partie des résultats sont exprimés sont mis sous forme de points, parce qu'on est là sur la zone des 8 villages seulement, donc avec des effectifs plus petits. Donc, il y a trop de variations, donc on a fait des calculs par période.
Donc en jaune, vous avez ce qu'on appelle le quotient de mortalité infanto-juvénile, donc entre 0 et 5 ans. En vert, vous avez le quotient de mortalité juvénile entre 1 an et 5 ans. En rouge, la mortalité infantile entre 0 et 1 an. Et en bleu, la mortalité néonatale. Voilà, donc vous voyez l'évolution de niveau de mortalité. Donc on passe dans les années 60 à un niveau de mortalité de 500 pour 1000. C'est-à-dire qu'un enfant sur deux meurt avant l'âge de 5 ans, à des niveaux maintenant aujourd'hui très faibles, enfin encore un petit peu élevés, mais très faibles en regard de ce que ça a été. Donc on voit aussi l'effet des épidémies. Donc vous voyez en 85 une épidémie de choléra, en 98 une épidémie de méningite. Mais donc globalement une très forte baisse de la mortalité. Donc la question de la représentativité, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que dans l'observatoire de Niara, il y a une baisse de la mortalité aussi forte? Est-ce que c'est pareil partout? Ou est-ce que c'est l'effet des programmes de santé dans la zone de Niara? Si on compare avec les données des enquêtes de démographie et de santé, on constate aussi ce mouvement de baisse. On le constate aussi dans l'observatoire de l'Asie. Même s'il y a peut-être un effet d'un meilleur accès aux soins du fait des programmes de santé, il y a le phénomène inverse qui est qu'on mesure mieux la mortalité, donc on a aussi des indicateurs qui sont comparativement plus élevés qu'ils ne le seraient avec des enquêtes rétrospectives. Donc il y a un peu une compensation et on obtient au final des niveaux de mortalité qui sont similaires au niveau national. Alors ça c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire avec des données aussi fines. Ça c'est la mesure de la mortalité trimestrielle. Donc là on a des courbes en fait par période et on a donc là les quotients de mortalité par trimestre. Donc du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième, etc. Donc c'est pour voir un petit peu comment se répartit, quelle est la structure par âge en fait, par trimestre là, de la mortalité des enfants. Donc ce qu'on voit sur les courbes bleues et rouges, en haut là, ce sont les premières périodes d'observation, vous voyez 63-65. Alors sur l'arrondissement de Niara, c'était encore, en plus des 8 villages à ce moment-là, il y a eu d'autres enquêtes sur d'autres villages qui ont fourni des informations. 63-71, c'est sur la zone de Niara, ça c'est sur les 8 villages. C'est pour ça qu'on a une courbe un peu plus irrégulière. Donc le constat qu'on fait, c'est que premier trimestre de vie, on a des niveaux de mortalité élevés qui diminuent et après qui réaugmentent. Et en fait, on a une forte mortalité entre 6 et 24 mois. On a une espèce de pic de remontée de mortalité. Et ce qu'on constate, c'est qu'au fil du temps, avec la baisse de la mortalité, c'est en fait ce pic de mortalité qui diminue et en fait, la baisse de la mortalité peut être attribuée en grande partie à cette baisse, à la disparition de ce pic de mortalité entre 6 et 24 mois. Donc dans les dernières périodes, on voit toujours une plus forte mortalité au premier trimestre, et puis après on n'a plus du tout ce pic de mortalité. Donc la précision des données permet de mieux comprendre une autre façon d'analyser les données, c'est de regarder aussi la saisonnalité. Comment la saisonnalité évolue en fonction de l'évolution de la baisse de la mortalité. Donc ce qu'on voit, donc là c'est pas, les données sont moins anciennes, c'est simplement à partir de 95. Vous voyez un pic en 95, un pic de mortalité pendant la saison octobre-novembre, ce qui correspond, septembre-octobre-novembre, c'est vraiment la saison des pluies, la saison humide. Et on voit qu'avec, sur les dernières courbes, donc la baisse de la mortalité, on voit une disparition de ce pic de mortalité. Et donc ça permet de mieux comprendre aussi quelles sont les causes de la diminution de la mortalité. Là ici, ce sont des résultats sur le premier mois, donc les décès du premier mois, avec donc vous avez les niveaux de mortalité, donc à partir des périodes, à partir de 85 jusqu'à 2009.
et vous avez la répartition par cause de décès. Donc ce qu'on constate ici, c'est qu'en fait, il y a une forte diminution de ce qui est le carré vert là, qui diminue. Donc les autres causes périnatales. Et puis une disparition des complications aussi à l'accouchement. Et donc en fait, on voit que la baisse de la mortalité du premier mois est largement attribuée aux causes liées à l'accouchement. Et la disparition des violences périnatales. Les décès, là c'est la même chose avec les décès de la première année. Donc ce qu'on voit fortement, donc on a une forte, donc on voit aussi les niveaux qui diminuent fortement. On voit une disparition, une diminution des affections respiratoires, là. Infections respiratoires aiguës. Voilà, mais donc les deux grandes causes de décès qui persistent sont le paludisme et les diarrhées. Et donc là c'est la même chose donc pour les décès de 1 à 4 ans, vous voyez donc la répartition par cause, avec une diminution des décès liés aux infections respiratoires aiguës aussi, mais aussi une diminution des diarrhées. Donc ça c'est un graphique qui est donc tiré d'une publication récente de Jean-François Trapp-et-al, donc de 2012, qui montre un petit peu les taux. Donc ça c'est vraiment donc il a sélectionné les taux attribués, taux de mortalité attribués au paludisme au cours de la période et en mettant donc ici les différentes étapes des programmes, des interventions en termes de paludisme. Alors en premier, donc là il montre ici l'émergence de la chloroquinorésistance qui est suivie d'une augmentation, et on voit un peu une augmentation des décès attribuables au paludisme. Et puis ensuite la disponibilité d'un nouveau médicament en second ligne de traitement. Donc les phases 2, 3 et 4 qui sont l'arrivée des différents traitements contre le paludisme, et en 5 donc la diffusion des moustiquaires imprégnés. Et donc on voit l'effet de ces interventions successives là, qui sont suivies d'une baisse des décès attribués au paludisme. Donc vous voyez sur donc une forte évolution de la mortalité dans cette zone-là, qui bien sûr a des conséquences en termes de dynamique de population. Donc là je vous présente les résultats sur la fécondité. Donc, vous voyez une fécondité qui reste élevée. Donc ici on a ce qu'on appelle l'ISF, c'est-à-dire l'indicateur synthétique de fécondité, qui représente le nombre moyen d'enfants par femme. Donc qui était dans les années 80 à un niveau de 8 enfants par femme, donc qui diminue un peu, mais qui reste élevé puisqu'on est toujours à un niveau de 6 enfants par femme en moyenne. C'est un niveau important. Et sur la gauche, vous avez les taux de fécondité, la courbe des taux de fécondité par âge au cours des différentes périodes. Donc on voit, c'est un graphique classique qui permet de voir comment évolue la fécondité. On voit qu'il y a un petit décrochage ici. En fait, c'est aux jeunes âges. La fécondité baisse. La fécondité des 10-14 ans a quasiment diminué, 20-24 ans aussi. Et en fait, ça correspond à un recul de l'âge en mariage. Donc en fait, les femmes se marient un peu plus tard et ont leur enfant un peu plus tard. Mais ensuite, il n'y a pas du tout de changement de comportement de fécondité. Donc en termes de transition démographique, on peut dire qu'on est dans une phase de transition inachevée, avec une baisse de la mortalité. Donc ça, c'est un schéma classique de la transition, où on montre les deux courbes, c'est le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité. Et donc en fait, le schéma de la transition,
c'est le passage d'un équilibre stable de population avec une forte mortalité, une forte fécondité, à un état stable avec un niveau faible de mortalité et faible de fécondité. Généralement, c'est la mortalité qui commence à baisser, donc c'est ce qu'on voit ici. La fécondité reste un peu élevée et ensuite elle diminue pour rejoindre la mortalité. Au cours de cette phase de transition, c'est-à-dire la phase où on est aujourd'hui, donc avec une mortalité qui a baissé, et une fécondité qui reste élevée, on est vraiment dans la phase de croissance démographique. Ça génère, c'est cette phase-là qui génère des taux de croissance naturels les plus forts. Et vous voyez ici les taux de croissance, donc tels qu'ils ont été mesurés en vert, enfin en jaune là, sur les 8 villages de la zone de Gaillorel et en rouge sur les 30 villages. Vous voyez donc une croissance démographique qui était plutôt faible, une croissance naturelle plutôt faible, et qui augmente aujourd'hui et qui est de l'ordre de 3,5%, ce qui est énorme, ce qui correspond à un doublement de population en moins de 20 ans. Donc en termes de densité de population, on voit une densité de plus en plus forte. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à 200 habitants au kilomètre carré. Vous voyez, dans les années 60, on était à 100 habitants au kilomètre carré. Donc c'est vraiment une intensification, une forte pression démographique. Donc voilà, donc ça, ce sont des résultats qui suscitent beaucoup de réflexion, notamment en sciences sociales, sur les adaptations des populations face aux pressions, pression démographique, mais aussi pression économique. Et du fait que c'est une zone qui a été observée depuis les années 60, non seulement en raison du suivi démographique, mais aussi par d'autres disciplines que sont la géographie, l'économie, l'agronomie, etc. C'est intéressant de voir comment le regard des chercheurs s'est porté sur cette population, où déjà dès les années 60 on montrait un terroir saturé, avec quelques interrogations. Dans les années 80, il y a eu une autre vague de recherches pluridisciplinaires qui ont vraiment alerté sur la saturation foncière, etc., en se demandant comment cette population allait pouvoir se maintenir sur ce terroir. Et en fait, il n'y a pas eu d'exode rural très fort, mais plutôt des adaptations avec des recours à des activités diverses et un grand recours à la migration circulaire et saisonnière. Donc en fait, là on mesure à 200 habitants au kilomètre carré, et si on passe en saison sèche, il y a beaucoup moins de personnes qui sont là que les personnes qu'on suit. Voilà, donc moi j'en arrive à la partie discussion. Donc quels apports on peut voir ici dans ce type de projet. D'une part, c'est qu'on dispose d'un corpus de données et de résultats pluridisciplinaires disponibles, donc du fait de toute cette histoire et de tous les projets qui ont pu se dérouler sur un même site. On a une production d'indicateurs démographiques, épidémiologiques, économiques, environnementaux qui sont suivis dans le temps. Donc ça, c'est un grand apport, et donc ça permet d'avoir un regard historique sur l'évolution de toutes ces disciplines, de tous ces domaines. Ces données permettent aussi donc, des analyses longitudinales, géographiques, mais aussi spatiales et multiniveaux, donc que ce soit au niveau des ménages, des hameaux, des villages. Ces bases de données sont aussi des bases de sondage très intéressantes pour mener des enquêtes complémentaires. Donc c'est pas difficile puisque on connaît toute la population, donc de faire un sondage aléatoire sur une interrogation pour une enquête particulière. Et puis ce sont donc ce que j'ai dit tout à l'heure, des terrains d'essais cliniques, d'essais d'intervention ou d'essais méthodologiques qui sont vraiment très intéressants. Alors les contraintes, les contraintes sont liées d'une part aux effectifs limités, donc c'est vrai que parfois il y a même des essais d'intervention qui nécessitent des effectifs plus importants
que les effectifs qui sont suivis. Bon, la question de la non-représentativité au niveau national, qui peut être parfois gênante. Et puis, il y a des contraintes opérationnelles, méthodologiques, voire des contraintes aussi éthiques. On n'a pas parlé de tous ces aspects éthiques, mais c'est une préoccupation importante dans ces sites de suivi démographique, de recueillir l'assentiment des personnes. C'est sûr que les préoccupations éthiques ont beaucoup évolué avec le temps, et ce qu'elles sont aujourd'hui n'étaient pas ce qu'elles étaient il y a 20 ans, il y a 50 ans. Et donc c'est sûr que les individus qui sont suivis depuis 50 ans, on ne leur a pas forcément demandé leur accord à cette participation-là. Donc il y a une réflexion éthique qui est un petit peu particulière par rapport à cette méthodologie. Donc en fait, le maintien de ces sites relève d'enjeux différents. Donc d'une part, il y a des enjeux scientifiques, donc c'est important de pouvoir alimenter la recherche épidémiologique qui dispose finalement de peu de données dans les pays du Sud. Donc ça, c'est un peu un argument de ce réseau INDEX qui est de dire toute la recherche en épidémiologie, il y a beaucoup de choses qui viennent des pays du Nord, mais en fait il y a peu de choses sur les pays du Sud parce qu'on manque de données. D'où l'intérêt de tous ces sites de suivi démographique qui peuvent permettre d'alimenter cette recherche épidémiologique, mais aussi l'alimentation de la recherche pour le développement en termes de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire ou d'adaptation au changement climatique, qui sont autant de sujets très importants actuellement. Donc il y a des grands enjeux scientifiques, il y a des enjeux aussi méthodologiques par rapport à ces sites qui est intéressant de faire évoluer en utilisant aujourd'hui les technologies actuelles. Donc nous, je vous ai dit, sur le site de Niara, on utilise déjà donc, des ordinateurs pour faire de la saisie directe, ce qui est déjà bien. Maintenant, aujourd'hui, on parle de tous les systèmes qui sont reliés au nuage pour pouvoir permettre d'avoir des outils plus légers et avec des saisies de données qui partent directement dans des bases après accessibles par ailleurs. Donc il y a toujours une réflexion méthodologique à mener. Et puis cette évolution conduit forcément à une évolution des compétences, parce que maintenant, un enquêteur qui travaillait sur papier, on demande plus de compétences pour travailler avec du matériel technologique. Et puis il y a aussi des enjeux stratégiques qui sont importants et qu'il ne faut pas négliger. Ces sites de suivi démographique donc, sont dans des pays, donc là notamment au Sénégal. Donc c'est très important aussi que les données et les résultats de ces sites soient utilisés et utiles aux partenaires locaux, aux décideurs et aux acteurs politiques nationaux. Donc c'est très important de bien maintenir ce partenariat local. Il y a des enjeux stratégiques autour du financement. Donc comment quel choix faire pour assurer, pérenniser les financements. Des enjeux stratégiques autour des ressources humaines aussi, comment constituer une équipe, comment renouveler une équipe pour qu'elle évolue avec aussi les méthodes, les nouvelles organisations, etc. Et puis, moi, il y a quelque chose qui me semble important, c'est aussi de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle les démarches qualité, donc les qualités organisationnelles du travail. Donc ça, c'est des choses que font beaucoup de laboratoires, mais aussi de réfléchir peut-être à une norme qualité qui soit vraiment particulière à ce type de méthodologie de collecte. Voilà, donc juste pour conclure rapidement, donc vous voyez bien que ce sont des plateformes, donc ce sont des suivis démographiques, mais que l'intérêt va au-delà. Ce sont vraiment des plateformes de recherche pluridisciplinaires qui ont un potentiel très important et dont l'avenir dépend vraiment de l'intérêt qui va être porté par la communauté scientifique, mais aussi politique au niveau local et international sur ces sites de suivi démographique. Voilà, donc je termine en vous mettant quelques références ici. J'ai aussi j'avais préparé un petit document Recto Verso, mais j'en ai pas fait suffisamment de copies, donc je vais l'envoyer à Emmanuel Rosa qui vous le diffusera, ainsi que mon diaporama.
questions pour Valérie? Est-ce que c'est basé sur le volontariat pour les personnes qui répondent, ou est-ce qu'il y a une rémunération et la proportion de personnes qui justement ne veulent pas répondre? Alors, oui, non, c'est complètement basé sur le volontariat, bien sûr. Il n'y a pas du tout de rémunération ni de compensation aux réponses assistées. Il y a une très forte adhésion des populations à ces enquêtes. On a vraiment un très bon accueil. C'est un peu ce qui impressionne souvent les gens qui viennent de l'extérieur. C'est que les gens sont contents en fait, d'avoir la visite de l'enquêteur qui vient leur rendre visite. Après, on a eu quelques refus. Il y a un village qui a été exclu de l'enquête dans les années 80 parce que les gens n'étaient pas très disposés, ne souhaitaient pas en fait participer à l'étude. Et dans la zone d'étude actuelle, je crois qu'il y a 2 ménages qui ont été exclus parce qu'ils ont signifié leur refus, ils en avaient marre eux de voir l'enquêteur. Et de manière générale, les gens sont plutôt contents. Et combien de temps ça fait pour suivre par exemple la région de l'affaire? Parce qu'il faut passer tous les 4 mois. Oui. Mais l'enquêteur, il a combien de temps pour récolter? Donc là, actuellement, on a 5 enquêteurs et ça prend à peu près 7 semaines. 7 semaines d'enquête. Combien ça coûte une affaire comme ça pour opérer ça, c'est difficile à... Pour 10 000 habitants, 7 semaines sur le terrain, ça coûte combien? Et qui finance? C'est l'argent public? C'est de l'argent... Oui, alors c'est moi-même, j'ai une vision un peu floue, j'arrive pas pour l'instant à voir, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler avec Lomé. Peut-être que Michel a plus de réponses que moi là-dessus. Hein. Bon, actuellement, il y a un financement de l'IRD sur ces plateformes. Et puis, il y a une part de financement qui vient aussi des projets en cours. Hein. Donc, il y a des essais cliniques qui amènent pas mal d'argent. Mais ce qui est difficile de savoir, nous, on sait ce qui est l'argent qui vient de l'extérieur, mais il y a toute la part des salaires. Il y a toute une part de salaire des chercheurs qui sont payés par les institutions, comme l'IRD. Et il y a même une part du personnel local qui est payé aussi par l'IRD. Donc actuellement, je ne peux pas dire globalement ce que ça coûte. Ce qui est certain, c'est que les financements publics diminuent et que les postes ne sont pas renouvelés et qu'on est obligé maintenant d'envisager une autre forme de fonctionnement par surtout un financement par les projets. Donc les utilisateurs de ces bases de données doivent contribuer à la production de ces données. Donc c'est des données qui ne sont pas disponibles à tout le monde. Ce n'est pas comme les données de l'Institut national de la statistique. Voilà. Elles ne sont pas disponibles à tout le monde. Mais en fait, oui et non, parce qu'elles peuvent être... c'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Même si moi je vous les donnais comme ça, vous auriez du mal à les utiliser. Voilà. Donc, ensuite, en fait, une chose, la disponibilité ou pas, c'est une question qu'on a pas posée. Ouais. Non, mais c'est une politique... Enfin, je ne pense pas que... Moi, je ne vais pas parler au nom du MIT, hein, parce que la gestion, en fait, dépend directement de l'unité MIT. Je pense que la politique n'est pas de fermer ces données et de bloquer l'accès aux données. C'est au contraire, c'est plutôt d'attirer des partenaires et que les données soient le plus et le mieux utilisées possible pour qu'il y ait le plus de production à partir de ces données. C'est un petit peu ça la politique. De ce point de vue-là, c'est un outil de recherche quand même, donc, du point de vue du financement, enfin, donc ça se manage du point de vue du financement comme on manage un laboratoire du point de vue du financement, avec les mêmes difficultés que l'on connaît, et les mêmes sources de financement que l'on connaît, ni plus ni moins. Donc il y a des sources de... Donc premièrement, combien ça coûte? C'est vrai que peut-être on ne sait pas précisément combien ça coûte, mais c'est pas très difficile, ceci étant si on voulait vraiment répondre à la question, en réalité il n'y a pas une véritable difficulté à savoir combien coûte sur les 5 années qui viennent de s'écouler la plateforme de Niara. Je pense qu'en réalité on a tout ce qu'il faut pour calculer, même si on ne l'a peut-être pas fait de façon instantanée, c'est vrai.
Deuxièmement, mais ensuite, pour financer ça, c'est comme le reste, des sources de financement public institutionnel. Après, il y a des appels d'offres, des craintes institutionnelles aussi. Et puis, Valérie l'a bien dit, comme dans nos laboratoires, il y a une chose extérieure qui vient de ce que s'il y a un essai vaccinal qui est fait sur cette population, il y a une partie dans le budget de l'essai qui lui-même a un promoteur, la plupart du temps un promoteur privé, donc des promoteurs semi-privés du style Gates ou autre, et là-dedans, le promoteur prévoit qu'il y a un financement, une aide au fonctionnement de la plateforme démographique dont il va utiliser le truc. Et deuxièmement, les outils actuels, ce que montre Valérie, il y a des publications qui sortent de là, il y a des connaissances nouvelles qui sortent de là. Donc je dirais que de ce point de vue-là, à mon avis, ça se manage exactement comme un laboratoire fixe, je dirais ici, avec les mêmes difficultés comme Valérie l'a souligné. La seule chose, c'est de voir un peu, après, en termes de gestion, il est évident qu'il faut soutenir et continuer à soutenir ce type de plateforme. La plateforme est peut-être pas très adaptée à la plateforme pour qu'on se comprenne. Plateforme. Et deuxièmement, il faut voir un peu le record, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez un laboratoire qui tourne depuis 50 ans. Donc, il n'y a pas vraiment dans la salle qui est certain de pouvoir dire que son propre laboratoire existera encore dans 15 ans. Et là, c'est un truc qui existe depuis 50 ans, c'est-à-dire que ça fait 50 ans que des générations, il faut voir un peu l'effort que ça représente, hein, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui ne verront pas le bout de l'aventure, et ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose qui, depuis un demi-siècle, hein, c'est comme si un laboratoire, depuis un demi-siècle, continuait avec des responsables qui se succèdent. Bon, c'est déjà pas mal, un demi-siècle d'existence d'une structure de recherche, c'est pas mal. Donc, on a un intérêt évident à faire ce que l'on peut pour assurer le financement de ces structures de recherche qui sont tout à fait Moi, j'aurais eu une question sur est-ce qu'il y a des exemples, alors celui-là ou d'autres observatoires, qui ont cherché à enrichir la donnée longitudinale collectée par enquête de données administratives, de données de registres. Alors je sais bien qu'on est dans des pays qui n'ont pas forcément beaucoup de ce type de données, mais est-ce qu'il y a des expériences est-ce que c'est pas une façon d'obtenir de la donnée pour pas trop cher, y compris dans le domaine donc santé médicale, les registres des maisons de santé, enfin des dispensaires, choses comme ça. C'est possible de croiser? Oui, bien sûr. Alors, c'est enrichir ou contrôler trop. Le cas de l'Observatoire du Monde, par exemple, où il y a un dispensaire qui fonctionne bien et qui enregistre beaucoup de... Enfin, où les gens ont recours au dispensaire, par exemple, tous les accouchements se font à la maternité dans ce village. Donc, quand on fait le suivi démographique, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir le registre du dispensaire et de relever toutes les naissances. Ça permet qu'au moment du suivi démographique, on sait à quoi s'attendre, à quelle naissance s'attendre, et on contrôle que les enquêteurs n'emmènent pas de naissance. En fait, c'est plus de croiser les données que l'enrichir. Après, il y a des travaux, par exemple, sur les questions de morbidité, donc ça c'est vraiment intéressant de travailler avec les registres des dispensaires. La grosse difficulté, c'est l'appariement des données. C'est-à-dire trouver qu'une Fatoujouf de tel village, c'est la même Fatoujouf qu'on a nous dans le village. Alors, il y en aura plusieurs, il y a des questions d'homonymie, et de trouver. Donc ça s'est organisé et ça peut s'organiser. Pour des courbes de mortalité, on voyait qui étaient liées à la saison. On voyait au mois d'octobre, il y avait plus de morts à une certaine époque. Et ça coïncidait avec la saison des pluies. Est-ce qu'on enregistre les données météo, on les croise avec ces choses-là pour voir si on a une sécheresse, si on a plus ou moins de morts? Oui, la pluviométrie, c'est quelque chose qu'on a enregistré, surtout dans la zone de Niara, de manière assez continue. Donc les pics de décès, ça correspond. Donc c'est la saison des pluies, donc c'est la saison du paludisme. Donc il y a quelques années, quand le paludisme était en cause de décès, c'est sûr que c'est ça qui est important. C'est aussi la saison des pluies, c'est aussi la saison des cultures, mais c'est aussi la saison de la soudure. Donc c'est là aussi où il peut y avoir des problèmes de malnutrition. Il y a une double difficulté. Maintenant, si une saison, la question c'est de savoir s'il y a une saison qui est plus pluvieuse ou plus sèche qu'une autre, quelle implication ça a sur la santé. Il y a des véritables sécheresses.
peut-être une année plus autre. Oui, on peut regarder ça, c'est sûr. Après, il y a des problèmes, c'est des problèmes de sécurité alimentaire qui s'ajoutent aux problèmes sanitaires. Je sais qu'il y a certaines causes de maladies, c'est sûr, qui sont moins importantes quand il pleut moins. Ok, merci beaucoup Eric pour cette présentation.